Pascal Bodiona qui est allé au Tchad, vous l'avez vu, c'est sa première sortie officielle. Depuis qu'il est retourné à la maison, vous l'avez vu au Tchad. Et il a dit qu'il a été envoyé par le chef de l'État, machin, vers son homologue et tout ça. Vous l'avez vu au Tchad. Maintenant, on va entamer le lourd. On va entamer les dossiers lourds. Je vais souffler un peu. Voilà. Alors, il y a eu le colloque scientifique en hommage à Adéman au 2 février, le lundi dernier. Je pense que c'était le lundi. Avant d'entamer ce sujet, je voulais faire une petite réflexion. Nous sommes à un niveau de notre pays où c'est de plus en plus inquiétant de constater que ce sont les personnes âgées qui devaient servir de modèle dans notre société pour les jeunes qui sont les plus dépravés dans notre pays. En tout cas, certaines personnes âgées. Pas tout le monde. En tout cas, certaines personnes âgées. Ceux qui sont sur la place publique. Normalement, c'est les jeunes qui devaient se plaindre. C'est des jeunes qu'on devait se plaindre. On devait se plaindre des jeunes quand les jeunes n'ont pas conscience de leur avenir, de leur vie, de leur futur. C'est des jeunes qu'on devait se plaindre. Mais aujourd'hui, ce sont certaines personnes âgées qui ne servent plus de modèle pour la jeunesse. Et c'est nous, les jeunes, qui les interpellons, qui disons, normalement, vous ne devez pas vous comporter comme ça. Dans la tradition africaine, quand il y a par exemple la famine, les vieux peuvent dire, ou bien les vieux doivent dire, je préfère être affamé pour que mes enfants mangent. C'est comme ça la réflexion que nous avons en Afrique et dans nos familles. Quand il y a une certaine difficulté de famille, il y a la famine en Afrique, on a des difficultés à joindre le debout. Quand le papa va chercher de l'argent dehors, va se battre pour ramener de l'argent, le papa préfère être affamé pour que ses enfants mangent. Au Togo, les gens qui sont d'un certain âge et qui doivent être tranquilles à la retraite, ils refusent de quitter la scène pour que les jeunes puissent s'exprimer. Ils veulent manger jusqu'à leur tombe. Ils refusent d'être des modèles. Il y a que au Togo et au Cameroun qu'on voit ça. Au Togo, vous avez des jeunes qui sont au chômage jusque dans la retraite. Ils vont être chômeurs jusqu'à la retraite. Mais vous avez des vieux qui sont là. On les reconduit partout. Sénateurs, dans tel ceci, dans tel ça, dans tel. Donc, aujourd'hui, je voudrais placer rapidement, au détour de ce colloque-là, un mot sur M. Joseph Kofigo. Éminent avocat, ancien premier ministre de la République togolaise, ministre, président du parti CC, je ne me rappelle plus de son parti, je ne sais pas comment ça s'appelle, CFN, voilà, Confédération des Forces Nouvelles, c'est ça, qu'il avait créé après. La dernière fois, quand j'ai vu Joseph Kofigo au colloque, avec une photo tout souris devant, avec le tapis départ de l'hôtel de février, j'ai eu très mal et j'ai fait un post dans lequel il y a une petite erreur que je vais corriger. Kofigo n'est pas inconnu de la scène politique togolaise, c'est quelqu'un à qui le Togo, à travers la conférence nationale, en tout cas les forces démocratiques, ont confié une mission à la fois difficile mais noble pour conduire le Togo vers des horizons meilleurs. Mais chemin faisant, le 3 décembre 1991, il y a des gens qui n'avaient jamais voulu de cette conférence nationale souveraine et qui voulaient en finir avec la transition, a mobilisé son armée pour attaquer Kofigo à la primature. Attaque avec des armes lourdes. Il y a beaucoup de sang qui a coulé à la primature. On a exécuté les gens, on a assassiné les gens, on a massacré les gens. Des gens ont été tués dans cette attaque-là. Et au bout d'un affrontement violent de plusieurs heures, Kofigo lui-même, il a été arrêté et exhibé comme un trophée de guerre. Humilié, présenté à Yadéman comme un gibier qu'on vient de ramener de la guerre. Les images sont encore là, vous pouvez les trouver dans les archives. Dans la vie, quand tu perds ta dignité, tu n'as plus rien. La dignité est au-dessus de tout. Et donc, Kofigo a été traîné dans la boue.
Même si après, Yadema finit par faire un gouvernement d'union nationale, machin, machin et tout ça. Donc Kofi a été traîné. Et ceux qui se sont battus, parce qu'ils croyaient à la démocratie, parce qu'ils croyaient en leur premier ministre, et qui ont survécu, beaucoup ont été exécutés après l'arrestation de Kofi. Il y a le capitaine Epou, j'ai parlé de Ogou. Ogou, il est vivant. Donc c'est l'erreur là que je voulais corriger. Le capitaine Ogou, il est vivant, il est aux États-Unis. Les époux ont été exécutés, des soldats ont été exécutés, des gens ont été exécutés sur place. Ou ceux qui ont été amenés ailleurs, ils ont été exécutés. Ceux qui ont fui comme les Tokofai sont revenus plusieurs fois avant de mourir. 20 ans. Et Yadema est mort de sa belle mort. On en parlera tout à l'heure. Et si 20 ans après, on rend hommage à cet homme-là, ce n'est pas des gens comme les Kofigo qui devaient se pointer là-bas. Même si, à un moment donné, il a passé l'éponge. Ce n'est pas des gens comme Kofigo qui devaient se retrouver à ce colloque-là, tout sourire. Alors que, sous les ordres de ce monsieur à qui on rend hommage, on est venu tirer sur toi avec des armes lourdes. On a assassiné tes collaborateurs, on a exécuté les gens. S'il restait encore un minimum de dignité, même si tu avais une pensée pour Yadema, tu n'aurais pas dû te présenter là-bas. Tu aurais fait peut-être ta prière pour Yadema dans ta maison. Mais en se présentant là-bas, dans ce colloque en hommage à Yadema, tu as craché sur la figure de tous ceux qui t'ont défendu à la primature, tous ceux qui ont perdu leur vie pour toi à la primature. Et c'est ça l'indignité de nous les Togolais. On n'a pas de principe, on n'a pas de dignité. C'est vrai que Kofigo, son cabinet n'a plus travaillé depuis des années, donc il vit au crochet de la République. C'est la République qui l'entretient. C'est la République qui l'entretient. Il a des frères d'anciens premiers ministres, il a tout, c'est la République qui l'entretient. Mais il est quand même indécent. Il est quand même indécent que ce soit lui qui vienne là-bas, à ce colloque-là, où on a prévu parler des œuvres scientifiques de Yadema, alors que lui-même, Kofigo, savait qu'il n'y avait aucune œuvre scientifique de Yadema, et Yadema a mobilisé l'armée pour l'attaquer. Voilà des choses qui ne servent pas de modèle pour les jeunes. Parce que dans un pays, il faut des modèles. Il faut que des jeunes s'accrochent à des modèles. Il faut que des personnes d'un certain âge, malgré tout, laissent quelque chose pour les générations futures. Je ne veux pas croire que la vieillesse est un naufrage, comme on le dit. La vieillesse est une bénédiction. Vieillir, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Quand on est vieux, c'est une bénédiction. Parce que certains n'ont pas eu cette chance-là. Certains sont morts très jeunes. Donc vieillir, c'est une bénédiction. Donc je ne veux pas croire que la vieillesse, comme on le dit de façon vulgaire, est un naufrage pour certains. Donc, en termes, normalement, lui, il ne devait pas être là-bas. Tout le monde pouvait être là-bas, sauf lui. Donc, je voulais entamer les dossiers lourds en commençant par le cas Kofigo. C'est une analyse, c'est une analyse débarrassée de passion, c'est une analyse claire et nette que j'ai voulu faire sur la présence de Kofigo à ce colloque en hommage à Yadema par rapport au passé récent de notre pays avec tout ce qui s'est passé à la primature. Donc voilà ce que je voulais dire. Ça n'a rien de méchant, c'est l'analyse d'un journaliste. Point. Maintenant, vous vous rappelez que dans un de mes lives, ici présent, par rapport à certaines réalités de la région, de notre région, la région togolaise, je vous ai dit que les Togolais ne doivent rien attendre des pays voisins. Nous devons nous mobiliser nous-mêmes pour avoir notre propre liberté. Aucun pays voisin du Togo n'a jamais voulu que le Togolais se débarrasse de la dictature. Ni leurs dirigeants, ni leur population. J'ai fait cette analyse ici plusieurs fois. Et les gens sont tombés sur moi, les gens m'ont insulté. Je vous ai dit que aucun dirigeant en Afrique de l'Ouest ne souhaite le bonheur du peuple togolais. Et que les Togolais devaient se battre eux-mêmes pour libérer seuls de leur dictature. Si vous comptez sur les voisins, si vous vous battez pour le voisin, en pensant que le voisin, une fois que lui sera libre, va vous aider, vous vous trompez. De par l'histoire,
je dis, de par l'histoire, je parle français, aucun peuple voisin ne s'est jamais mobilisé pour les Togolais. Ça, vous ne le savez pas. Il faut l'apprendre dès aujourd'hui et arrêter de gaspiller vos énergies dans les problèmes des pays voisins. Eux, ils ne se battent pas pour vous. Je vous l'ai dit plusieurs fois, les gens m'ont insulté. Je vous ai dit aussi que les Gnassingbé, ils ont 58 ans de pouvoir. C'est 58 ans de relations. C'est 58 ans de réseau. C'est 58 ans de connexion. C'est 58 ans de trésor de guerre. Ils ont un trésor de guerre infini. Ils ont de l'argent infini. Ils ont un trésor de guerre infini. Donc les gens qu'ils ont soutenus de tout leur règne leur sont redevables. Je vous ai toujours dit ça. Je vous ai toujours dit ça. Que les Gnassingbé, c'est 50 ans, 58 ans de relation, 58 ans de réseau. Le père a fait du bien à quelqu'un qui est redevable au fils. Le père a fait du bien à quelqu'un qui va soutenir le fils. Le frère a fait du bien à quelqu'un, même si cette personne se dit démocrate, la personne est redevable au fils. Je vous l'ai aussi toujours dit. Mais nous les Togolais, on est trop dans la passion. C'est dans le livre d'Osée, sur le plan biblique, qu'il a été dit, mon peuple meurt faute d'intelligence. Mon peuple meurt faute de réflexion, faute d'intelligence. Nous les Togolais, on est trop dans la passion. Mais dinabi, mieux so ameroube, la société tamé. Et nous quand que l'économia, agbagan que l'économia, mais pendant quoi béréo. Ameroube problème, il so on a mis à tort. Il faut faire ça, il faut faire ça. C'est ça nous les Togolais. Faut bien trouver les problèmes moi, Eli. Nous on la joue. Donc, vous avez vu tous ceux qui sont... Voilà, la troisième remarque. Je vous ai aussi dit ici, dans l'un de mes lives ou dans l'autre journal, que après la Première Guerre mondiale, quand les Allemands ont été vaincus au Togo en 1914, et que après le condominium, vous savez, après la Première Guerre mondiale, il y a eu un condominium franco-britannique. Le condominium, c'est un système juridique où un pays est mis sous l'administration de deux pays qui l'administrent. Donc, il y avait un condominium franco-britannique. Et quand vous voyez le palais de gouverneur, là où il y a aujourd'hui, comment ça s'appelle ça, là où Kofi a occupé la primature, je ne sais pas si c'est là où il y a aujourd'hui le centre culturel ou quelque chose comme ça. Vous voyez le palais du gouverneur. Quand vous allez dans les archives, vous allez voir sur le palais du gouverneur deux drapeaux qui flottaient après la Première Guerre mondiale. Le drapeau britannique et le drapeau français. Donc, après la Première Guerre mondiale, il y a eu une courte période où le Togo est resté sous, je ne dirais pas la tutelle, mais sous l'administration franco-britannique. Ça s'appelle condominium. Donc, et avant qu'on ne fasse le partage, formellement le partage, pour que le Togo britannique soit rattaché au Ghana. Donc, il y a eu ce condominium-là d'une courte durée. Et puis après, le Togo a basculé sous la tutelle de la France, avec la SDN et tout ce que... Voilà, le palais des Hauts de Marne, avec la SDN et tout ce que vous pouvez imaginer. Dès que les Français ont pris le Togo sous leur administration, la première décision que les Français ont prise au Togo, c'est d'effacer toutes les traces de la colonisation allemande, en commençant par la langue. Parce que jusqu'en 1920, dans l'administration togolaise, c'est l'allemand qu'on parlait. C'est pour ça que vous avez encore des vieux, vous avez encore certains de nos grands-parents qui parlent encore allemand dans les villages. C'est l'allemand qu'on parlait dans l'administration togolaise. Jusqu'en 1914, jusqu'en 1920, c'est l'allemand qu'on parlait. Donc, dès que le Togo est passé sous l'administration française, la première décision que les Français ont prise, c'est d'effacer toutes les traces de la présence allemande, en commençant par la langue, et changer aussi les petits bouquins, les livres et tout ça. Alors, comme dans l'administration togolaise, tout le monde parlait allemand, et l'administration allemande au Togo était embryonnaire. Donc vous avez Lomé, vous avez Petit Popo, donc à Néron, vous avez un peu à Godrafort, vous avez Akpalimé, vous avez Atakpamé, vous avez Sokolé, vous avez le cercle de Bassa, Sansane Mango, un peu d'Apan. Donc dans tous ces embryons allemandes là, il y a des Togolais, et les Togolais parlaient allemand. Donc du coup, la France, pour effacer toutes les traces de l'Allemagne et pour permettre que l'administration qui était allemande devienne une administration française, la France a fait venir de Dahomey beaucoup de Béninois.
beaucoup de Dahoméens. Je parle de Dahoméens. Donc la France a fait venir des Dahoméens au Togo pour les incorporer dans l'administration. Le temps qu'on ne forme les Togolais à parler français. Donc la France a fait venir de Dahomey beaucoup de cadres et de fonctionnaires du Dahomey pour les intégrer dans l'administration togolaise. À Lomé, cette vague de fonctionnaires Dahomey qu'on a fait venir de Lokossa, de Abomey, Ouida, Komé, toute cette zone-là qu'on a fait venir au Togo, la plupart vivent dans les premiers quartiers après la première ville, c'est-à-dire tout autour de la gendarmerie jusqu'à Badago. C'est dans cette zone qui faisait déjà partie de la première... qu'on appelle ça, la première banlieue de l'ancienne ville, la toute première banlieue de l'ancienne ville. Donc les Badago, tout autour du camp de gendarmerie, vous arrivez là-bas, vous retrouvez des familles, beaucoup de familles, dont les parents ont été ramenés du Bénin par l'administration française. Donc ces gens-là, voilà, Hanoukope, Badago, tout ça là. Donc ces gens-là, c'est l'administration de Dahomey qui les a fait venir. Et donc, ces gens, certains sont repartis, beaucoup sont restés. Et ces gens qui sont sur l'ensemble de notre territoire, vous les trouvez à Balimé, vous les trouvez à Takpamé, à Sogoré, à Kara, un peu partout. Ces gens, ils ont toujours été des pro-français. Excusez-moi le terme. Ils ont toujours été reconnaissants à l'administration française qui les a amenés au Togo. Même dans la politique togolaise, certains qui s'engagent dans la politique, ils sont toujours du côté des Niassingbe. Fouillez un peu, vous allez voir. Ils n'ont jamais été des nationalistes. Ces gens, la plupart, n'ont jamais été des nationalistes. Je pense qu'il faudra une étude pour ressortir toutes ces familles-là. Il doit y avoir certainement les archives, parce que les Blancs ne font jamais rien sans archives. Il doit y avoir certainement les archives pour retracer toutes ces familles que l'administration française de Dahomey a fait venir au Togo à l'époque. Et vous savez aussi qu'en 1933, la France qui estimait que le Togo, l'entretien du Togo lui revenait excessivement cher, la France a voulu rattacher le Togo au Dahomey pour faire un seul territoire. Et c'est l'élite nationaliste togolaise qui s'est opposée à cette décision en rappelant aux Français que, au temps des Allemands, les Allemands ne dépensaient aucun franc, le Togo était une moustière colonie. Et donc, parmi ces gens-là qu'on a fait venir, l'administration française a fait venir à l'époque pour travailler du Bénin, vous avez les Soglo. Vous avez les Soglo. Donc, le président Soglo lui-même le dit, mais je l'avais dit déjà une fois, lui-même le dit, il a écrit quelque chose sur sa page en disant, je vais vous lire ce qu'il a écrit. Je vais vous lire ce qu'il a écrit rapidement. Je vais vous lire ce qu'il a écrit. Faut que je le retrouve. Faut que je retrouve ce qu'il a écrit. Parce qu'il a fait l'objet de critiques violentes qu'il a été obligé de sortir pour faire une mise au point. Mais c'est ça que je cherche. Je vais le trouver. De toute façon, je l'ai mis sur ma page. Je l'ai mis sur ma page Facebook. Vous pouvez le voir là-bas. Je vais le trouver rapidement. Excusez-moi, mais je le trouve rapidement. Il dit ceci. Il est important... Je vais vous décortiquer tout ça petit à petit. Il est important de savoir que le président Eyadema est dans un lointain passé, alors qu'il était dans la coloniale, donc il voulait parler de l'armée coloniale, était sous les ordres de mon cousin, le général Soglo. Puis, quand il était président, c'est grâce à lui, c'est Nicéphore Soglo qui parle, c'est grâce à lui que mon feu père a pu régler les problèmes d'Omagno, que ma famille a été en effet... les problèmes d'Omagno, que
que ma famille avait dans la région de la Kosso. Mon père a été en effet un administrateur colonial dans cette partie du Togo. Enfin, quand j'ai moi-même été président, j'ai bénéficié des judicieux conseils de Yadema. C'est donc naturellement que je réponds positivement à l'invitation de mon fils, le président Faure Gnassingbé, pour honorer la mémoire de son père. Voilà. Vous vous rappelez que entre-temps, Soglo était venu au Togo et avec Faure, ils sont allés dans la Kosso. Parce que la famille Soglo avait pour base à Takpamé, mais comme son père était de l'administration coloniale, ils ont des terrains ruraux à Badou, un peu partout, vers Tomegbe, tout ça, ils ont des trucs là-bas. Et il y avait des problèmes fonciers là-bas. Et donc, il est venu solliciter l'appui de Faure pour aller régler ce problème-là. Et les deux se sont déplacés à Badou. Ça, c'est la parenthèse. C'est une parenthèse. Mais, donc, je vous rappelle, ça maman est de Badou, voilà. Je vous rappelle que, donc, les Français ont fait venir beaucoup de ces Dahoméens qu'ils ont incorporés dans l'administration togolaise pour effacer les traces allemandes, et beaucoup sont restés. Certains sont repartis, mais beaucoup sont restés, sont devenus togolais. Et ces gens-là, si vous les connaissez très bien, parce que la politique aussi est liée à l'histoire. La politique est liée à l'histoire. Ces gens-là, si vous les connaissez très bien, vous verrez que dans leur positionnement, ils sont toujours du côté de l'administration française, ou soit, quand vous êtes là, ils ne sont jamais du côté des indépendantistes ou bien des nationalistes. Ils sont toujours du côté des gens. Donc, dans le cas précis, ces gens-là, si vous cartographiez ces familles-là, ils sont toujours du côté de Gnassingbé. Ces familles-là. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, revenons à Soglo. Je viens de parler de Kofigo tout à l'heure. C'est quand même regrettable pour Soglo, parce qu'il est d'un certain âge, et en plus, lui, il est l'ancien chef d'État. Il est en train de jouir de la retraite d'un chef d'État. Il sait que quand on abandonne le pouvoir, on ne meurt pas. Il jouit d'un statut d'ancien chef d'État. Il devait être un exemple à suivre pour les jeunes qui gouvernent nos pays. Mais autant il se bat dans son pays pour la démocratie, au Togo, il est du côté de la dictature. Et pourtant, il y a des mois dont lui, Soglo, il vient honorer la mémoire, mais ne lui a fait que des coups pendant qu'il était au pouvoir. Et je vous explique. Dans les années 96, 94, 95, 93, 94, 95, Eyadema était très agacé que Soglo, et ses forces Soglo, puissent apporter son soutien aux opposants togolais qui se sont installés à Cotonou. Donc Eyadema voyait d'un très mauvais œil que des opposants aillent faire leur quartier général à Cotonou, certains au Ghana, et que Soglo leur apportait de temps en temps du soutien pour le déstabiliser. Donc Eyadema a décidé de déstabiliser Soglo. Et en faisant revenir Kérékou aux affaires. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? À partir de 95, ils ont commencé à infiltrer le Bénin. Ils ont commencé à infiltrer le Bénin avec Daoukou Péré, qui était président de l'Assemblée nationale. Donc, Daoukou Péré faisait des visites régulières au Bénin. Il allait voir Adrien Mougbedi, il allait voir Bruno Amoussou, qui étaient des alliés de Soglo. Il allait les voir. Donc, c'est une délégation officielle qui rentre au Bénin, mais il était porteur d'un autre message. Donc, ils allaient rentrer au Bénin et ils allaient voir les deux personnalités. Et janvier 96, les élections au Bénin, c'était en avril, janvier 96, et Adema fait venir Kérékou à Pia, il le reçoit et il lui donne beaucoup de moyens financiers et il lui dit il faut qu'il aille aux élections et que le Togo va le soutenir. Entre-temps, on fait venir Adrien Mougbedi au Togo et Adrien Mougbedi est venu au domicile de Daoukou Péré à la caisse. Et on lui a remis le nécessaire avec les consignes. Il avait garé sa voiture de l'autre côté de la frontière au Bénin. Donc les Togolais sont allés le chercher. Le président de l'Assemblée nationale du Togo, donc une délégation officielle, donc une voiture qu'on ne peut pas fouiller avec tous les trucs diplomatiques, est allé le chercher. Il est venu au domicile de Daoukou Péré à la caisse. Et on lui a remis aussi le nécessaire. Quand je parle du nécessaire, vous savez de quoi je parle. On lui a remis le nécessaire avec les consignes, tout ça. Et Daoukou Péré est parti le déposer à Ilakondi. Il a repris son véhicule et il est rentré. Ensuite, Bruno Amoussou, Daoukou Péré s'est déplacé lui-même pour aller le traiter au Bénin lui-même. Et donc, au mois de février, tous ces gens ont fait des déclarations qu'ils ne vont pas soutenir
Soglo et que c'est Kérékou qu'ils vont soutenir pour que Kérékou revienne au pouvoir. Et ce coup, c'est Yadima qui l'a fait à Soglo. Et donc, ce Soglo qui vient aujourd'hui dire que lui, il est venu pour saluer la mémoire de Yadima. Et Yadima qui a mis beaucoup de moyens pour le faire perdre le pouvoir pour que Kérékou revienne. Vous voyez que les gens ne sont pas conséquents envers eux-mêmes. Ils ne vivent que du présent. Ils ne tiennent pas compte du passé. Donc, j'ai voulu rappeler cet épisode-là et embrayer avec le reste de mon débat. Donc, vous avez vu quand j'ai dit aucun pays voisin ne cherche du bien à nous les Togolais. À la limite, tous ces pays voisins ont intérêt à ce que le Togo, le régime du Togo, puisque le régime du Togo a beaucoup d'argent, que le pouvoir des Nyasingbe, puisque les Nyasingbe achètent aussi les voisins pour avoir la paix. Ils débloquent beaucoup d'argent. C'est pour ça que nous n'avons pas d'école, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas de routes, on a de bas salaires, on a des salaires de misère. Parce qu'une grande partie des recettes de pays, les Nyasingbe l'utilisent pour graisser les pattes aux voisins, pour être en paix avec eux ou bien pour avoir des alliés. Donc, alors, et vous avez vu tous ceux qui sont venus à Bia. Ça, c'est la face visible de l'iceberg. Vous avez vu Mahamadou Issoufou, Niger. Il est venu par un avion militaire. Et je vous ai parlé de Mahamadou Issoufou. Dans un live ou dans une émission, je vous ai dit que Mahamadou Issoufou, quand il devait être candidat pour les élections au Niger, pour le premier mandat, c'est Fol qui a financé sa campagne. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit que Djouli Beguetou, qui est une maîtresse de Ford, est partie au Niger avec 40 véhicules neufs 4x4 avec de l'argent. Je vous ai bien dit ça. Je vous avais dit ça, si vous ne vous rappelez pas. Je vous ai dit ça. 40 véhicules 4x4 neufs achetés par le Togo. Alors qu'on n'a pas d'ambulance, on n'a pas de véhicules pour nos fonctionnaires, on n'a pas on n'a pas de scanner. On a pris 40 véhicules 4x4 pour aller donner à Issoufou. Quand vous voyez Issoufou à Lomé, à Pia pour rendre hommage à Ford, vous croyez que c'est gratuit? La question même est de savoir si Ford fêtait les 20 ans du décès de son père ou bien il fêtait les 20 ans de son pouvoir. On va régler ça tout à l'heure. Donc Issoufou était là. Il était là. Tranquille. D'ailleurs, c'est lui-même qui est en réalité le vrai président aujourd'hui du Niger. Parce que c'est lui qui a poussé le militaire à renverser son ami pour qu'il conserve le pouvoir. C'est lui qui décide. Donc il était là. Donc ces gens-là, ils s'en foutent de nous. Et vous allez voir que la semaine qui vient de se terminer, la télévision du Niger a consacré un documentaire à Yadima. Vous avez suivi ça? Sur la télévision nationale du Niger, on a consacré un documentaire à Yadima pour parler de lui en tant qu'homme de paix, homme de ceci, de ça, de ça. Donc, Issoufou était là. Vous pensez qu'il était là gratuitement? En repartant, on va lui remettre aussi le nécessaire. Tout ça, c'est au détriment des caisses du Togo. Ils sont allés l'inviter, il est venu, il a été logé gratuitement. Quand il va repartir, on va lui remettre un peu d'argent. Il va avoir le nécessaire. Vous avez Pascal Bodiona qui est allé au Tchad. Vous l'avez vu, c'est sa première sortie officielle. Depuis qu'il est retourné à la maison, vous l'avez vu au Tchad. Et il a dit qu'il a été envoyé par le chef de l'État, machin, vers son homologue et tout ça. Vous l'avez vu au Tchad. C'est vrai que c'était sa première sortie. Normalement, bon, il est ministre sans trop. C'est vrai qu'il a rejoint Ford Nyasingbe depuis longtemps, mais Ford aussi, étant très très malin, ne veut pas lui donner un grand poste de responsabilité, toujours méfiant. Bodiona aurait bien voulu être gouverneur de Lomé, en tout cas c'était son souhait, mais Ford lui a donné un ministre sans portefeuille avec conseiller à la présidence, mais bon, pour le moment. Donc, il l'a envoyé au Tchad. Et pour transmettre une lettre d'invitation officielle au président tchadien pour Goukouni Oudey. Goukouni Oudey, c'est qui Goukouni Oudey? Goukouni Oudey était le président du Tchad de 79 à 82, si mes souvenirs sont bons. C'est lui, donc c'est Bodiona qui est parti remettre cette lettre-là pour qu'on puisse inviter officiellement Goukouni Oudey, qui est un ancien chef d'État. Goukouni Oudey, c'est celui qu'on a décoré, qui a mis le turban. Le turban sur la tête quand ils ont fait la décoration. C'est quelqu'un qui agit, il doit avoir 81 ans. Donc, Goukouni Oudey, c'est quand il y a eu la guerre au Tchad, et Yadima est parti pour la négociation. On a une photo de Yadima qui était sur la pirogue, voilà, qui traversait je ne sais pas comment on appelle le fleuve, là, le Logo, je ne sais pas, c'est le Bangui Chari. Voilà. Donc,
Bodona est parti remettre la lettre d'invitation de Goukouni Oudey et on a dépêché un avion pour aller chercher Goukouni Oudey au Tchad. Pendant qu'on n'a pas d'école au Togo, on n'a pas d'alcool dans les hôpitaux, on n'a rien, le Togo a dépêché un avion pour aller chercher un ancien putschiste tchadien pour venir l'honorer à Lomé. Et quand lui aussi va repartir, on va lui donner le nécessaire. C'est l'argent du Togo qui part. Yahi Boni, c'est quelqu'un qui a été formaté au Togo pour être président au Bénin. Vous savez tout ce que le Togo a fait. C'est Yadima qui a mis beaucoup les moyens pour que Yahi Boni, directeur de président de la BOAD, devienne président au Bénin. Et donc, il est 1000 fois redevable au Nyasingbe. Il était là également, Yahi Boni. Il a tenu un discours. Bon, le plus surprenant, c'était Alpha Ouma Konaré. Tout le monde a été surpris de le voir parce qu'il était le plus virulent en tant que président de la Commission de l'Union africaine en 2020, à condamner le coup d'État. Oui, lui, c'est Amiral Siklowski. C'est ça. Donc, lui, il est venu, Yahi Boni, il a fait un discours, et c'est le Togo qui l'a poussé. Il y a eu d'autres délégations que vous n'avez pas vues. Il y a eu d'autres délégations que vous n'avez pas vues. Vous avez vu juste les plus visibles, parce que c'était les anciens chefs d'État. Il y a eu d'autres délégations que vous n'avez pas vues. Donc Alpha Ouma Konaré aussi est venu. Et vous pensez que lui aussi va repartir les mains vides? Vous pensez que lui aussi va repartir les mains vides? Non. Tous ces gens-là, ils se foutent du peuple togolais. Et leur peuple aussi se fout de nous. Et le Togo est devenu pour eux dans la région le guichet automatique que tout le monde vient appuyer pour prendre de l'argent au détriment des Togolais. Pendant que dans ces pays, les gens se développent. Pendant que dans ces pays, les gens construisent les routes. Chez nous, l'argent qui doit servir à construire les routes, à construire les universités, à construire les hôpitaux, à donner des bourses aux étudiants, à équiper, on prend ça pour donner aux gens. Il y a des gens, ils sont quelque part, et ils appellent fort. Regardez Soglo, Soglo appelle fort mon fils. Si Soglo appelle fort, il dit, ah mon fils fort, j'ai des difficultés, tu peux m'envoyer un peu d'argent? Il va lui envoyer 200 millions, 300 millions. Alors qu'à Lomé, vous avez là-bas des collèges qui n'ont pas de toit. Vous avez des écoles qui n'ont pas de toit. Vous avez des hôpitaux qui n'ont pas d'alcool, qui n'ont pas de scanner, qui n'ont pas de radio. C'est comme ça que l'argent du Togo est géré. Et ces gens qui viennent s'abreuver au guichet automatique au Togo, ils s'en foutent du Togo, y compris leur peuple. C'est pour ça que vous ne me verrez jamais dans un combat pour un autre pays. Les autres ont commencé par dire que les étrangers ne doivent pas acheter les terres chez eux, non? Vous avez écouté ça, non? Il y a des gens qui ont dit les étrangers ne doivent pas acheter des terres chez eux. Quand on parle d'étrangers, ça veut dire que nous aussi on est dedans. Et pourquoi eux doivent acheter des terres chez nous? Moi je suis très patriote. Si on interdit à un Togolais d'acheter des terres dans les autres pays, pourquoi eux doivent acheter des terres chez nous? Pourquoi eux ils doivent acheter tous les immeubles au grand marché chez nous? Il faut que chacun reste chez lui et que chacun reste dans le pays de l'autre en locataire. Vous pensez que derrière tout ce que vous voyez comme panafricanisme là, c'est un nationalisme qui est ici en Afrique. C'est un repli. C'est un nationalisme. C'est un protectionnisme. C'est nous qui sommes naïfs, qui pensons que les autres luttent pour nous. Chacun lutte pour protéger son peuple. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité, la triste réalité. C'est ce que vous ne voyez pas. Chacun lutte pour protéger son peuple, même contre ses voisins immédiats. Si les autres disent qu'on ne doit pas venir acheter des terrains chez eux, pourquoi eux ils achètent chez nous? Si les autres disent qu'ils vont annuler les titres fonciers des étrangers qui ont acheté des terrains chez eux, pourquoi nous on ne va pas annuler les titres fonciers des étrangers qui achètent des terrains chez nous? Surtout que la loi togolaise interdit aux étrangers d'acheter des terres chez nous. Vous savez ça? Depuis le temps de Sylvanus Olympio, seul le chef de l'État, seul le président de la République a le droit d'autoriser un étranger à acheter une terre chez nous. Aujourd'hui, vous allez à l'intérieur de notre pays, les gens ont acheté des terres partout, au détriment de nos propres frères, de nos compatriotes. Et nous, on est là à rire. On est là, on rit. On dit non, mais attendez. Au Sabedomia. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Au Sabedomia. Mille Nuria. C'est-à-dire, nous, quel est Joremia Dio? C'est-à-dire, c'est quoi notre problème?
sont venus à Kara parce qu'ils sont redevables au Nyasingbe. Et donc, tous ces anciens chefs d'État que vous voyez là, eux-mêmes, ils constituent des réseaux. S'il faut un problème demain et qu'il appelle Alpha Oumar Konaré, Alpha Oumar Konaré, c'est quel bouton il va appuyer pour aider fort. S'il faut rappeler demain Mamadou Issifou, il sait quel bouton il va appuyer pour aider fort. S'il appelle Soglo, Soglo sait quel bouton il va appuyer pour aider fort. S'il appelle Yahi Boni, il sait quel bouton Yahi Boni va appuyer pour aider fort. C'est ça. C'est ça les réseaux qui leur permettent de se maintenir au pouvoir, de fragiliser des décisions dans certaines institutions comme la CEDEAO, dans d'autres institutions. Quand c'est le Togo, tout le monde ferme les yeux parce que tout le monde vient manger au Togo. Le Togo, tout le monde vient manger au Togo. Donc tout le monde a intérêt à ce que le régime togolais soit là pour qu'on vienne prendre de l'argent au détriment du peuple togolais. C'est ça la triste réalité que vous ne voyez pas. Donc, par rapport aux événements de Kara, voilà ce que moi j'ai voulu dire par rapport à la présence de tous ces gens-là. Et ça doit nous permettre de comprendre que l'Amérique peut Américain Véro là, c'est Vévénami. 2 ou 3 personnes vont se plaindre pour nous. Mais la majorité là, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ce n'est pas leur problème. Comme quelqu'un le dit, allumons nos cerveaux. Et libérons-nous. Nous-mêmes. Libérons-nous nous-mêmes. Quand on va finir de se libérer, on verra ce qui va se passer. Quand nous allons finir de nous libérer, s'il faut nationaliser les terres, on verra. S'il faut déposséder les gens, on verra. S'il faut faire ci, on verra. Libérons-nous. Au lieu de perdre nos énergies dans des combats qui ne nous regardent pas, parce que les autres s'en foutent de nous. C'est ça la réalité.